Mon beau-père, le PDG, m'a publiquement humilié devant ces riches investisseurs, se moquant de ma position insignifiante. Tous riaient, sauf moi. Ce matin, cherchant la réconciliation, il n'a trouvé que mon bureau vide et une note à la réception. Il m'a désigné du doigt dans une pièce remplie de gens qui contrôlaient une fortune combinée supérieure à celle de la plupart des petits pays. Et il a souri de ce sourire qu'arborent les hommes qui cherchent un public pour leur cruauté. Voici Thomas, mon gendre, a dit cet Antoine Dubois, en ajustant ses boutons de manchette et en laissant sa voix porter juste assez loin pour que le groupe d'investisseurs le plus proche de nous puisse entendre clairement. Il a marqué une pause pour créer un effet, comme un comédien avant la chute. Il travaille dans un petit bureau à faire du Excel, des tableurs, des données, ce genre de choses. Une autre pause. Il ne sera jamais quelqu'un de particulièrement important. Quelques personnes ont ri. Pas un rire cruel et hystérique. Le genre de rire poli. Celui qui va de pair avec les costumes coûteux et un verre de whisky à la main. Le genre qui dit « Je comprends que j'assiste à l'humiliation d'un homme, et je trouve cela légèrement amusant. » Je suis resté là. J'ai souri. Je n'ai pas dit un mot. Antoine faisait cela depuis 3 ans. Des petites remarques, des rejets discrets, des commentaires désinvoltes au bon moment devant les bonnes personnes. Il avait bâti sa carrière en sachant quand parler et quand laisser le silence faire le travail. Il était, à tous points de vue mesurables, doué pour cela. Ce qu'Antoine ne savait pas, ce que presque personne ne savait, c'est que 18 mois avant cette soirée, j'avais vendu ma société d'analyse de données pour un montant que je n'ai jamais divulgué publiquement. Et ce qu'Antoine ignorait surtout, c'est que la note que j'ai laissée à la réception du siège de son entreprise le lendemain matin, juste à côté de mon bureau vide, serait la dernière chose qu'il s'attendait à trouver. Si vous regardez ceci pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Thomas Lefebvre. J'ai 43 ans et je vis à Lyon depuis 14 ans. Je ne suis pas un homme tape à accent grave-l'œil. Je conduis une Peugeot 5008 de 2019 avec 140 000 km au compteur. Je déjeune 3 fois par semaine chez le même traiteur de la rue de la République. Mon bureau, celui que j'ai choisi de garder même après que tout a changé, se trouve au 6e étage d'un immeuble du quartier de la Pardieu qui n'a pas de portier et demande un loyer raisonnable. Le genre d'immeuble où des plombiers ont leur bureau au 3e étage et un petit cabinet d'architecte opère depuis le 4e. Personne ne passe devant en pensant que quelque chose d'important s'y passe. C'était délibéré. Ça a toujours été délibéré. J'ai grandi à Mâcon, à environ 70 km au sud de Lyon, dans une maison où l'on ne parlait pas beaucoup d'argent, sauf quand il n'y en avait pas assez. Mon père travaillait dans la logistique pour une entreprise de distribution alimentaire. Ma mère a enseigné en CE2 pendant 26 ans. Nous n'étions pas pauvres au point de briser les gens, mais nous étions le genre de famille qui connaît la différence entre les désirs et les besoins avant que la plupart des enfants n'aient le vocabulaire pour cela. J'étais bon en maths, pas le genre de maths spectaculaire qui gagne des trophées, le genre discret, celui où vous regardez une colonne de chiffres et vous y voyez une histoire que personne d'autre n'a encore remarquée. Mon conseiller d'orientation au lycée appelait ça la pensée analytique. J'appelais ça le fonctionnement de mon cerveau. Je suis allé à l'INSA de Lyon avec une bourse partielle et j'ai payé le reste des frais de scolarité avec des prêts étudiants que j'ai remboursés lentement et méthodiquement au cours des 7 premières années de ma carrière. J'ai obtenu un diplôme en informatique. J'ai travaillé pour une société de conseil de taille moyenne à Lyon. J'étais bon dans mon travail, pas spectaculaire, pas le genre de jeune homme dont on parle dans les publications professionnelles ou qu'on invite à des conférences, juste bon, minutieux, fiable. Le genre de personne dont le travail tient la route 6 mois plus tard quand quelqu'un revient vérifier. J'ai commencé à monter Lefebvre Analytics depuis ce même bureau au 6e étage en 2014. Juste moi, un employé contractuel nommé Nicolas Bernard qui s'occupait des relations clients et un ordinateur portable qui avait déjà subi 2 ans d'utilisation intensive. Nous nous sommes concentrés sur la modélisation prédictive de données pour les entreprises de taille moyenne du sud-est de la France, pas la partie la plus glamour du marché. Des fabricants, des entreprises de logistique régionale, des réseaux de santé essayant de comprendre où leur chaîne d'approvisionnement perdait de l'argent, des clients peu prestigieux avec de vrais problèmes. Le travail était bon. Le travail était en fait très bon. Je ne vais pas vous ennuyer avec chaque année de son développement, car cette histoire ne porte pas sur la construction. Elle porte sur ce qui s'est passé une fois que je l'avais construite. Mais je vais vous dire ceci, en 2022, Lefebvre Analytics comptait 11 employés à temps plein,
17 clients à long terme et un système de modélisation propriétaire qu'une plus grande entreprise nationale surveillait discrètement depuis 2 ans avant de finalement appeler. L'acquisition a été finalisée en février 2023. J'ai gardé mon bureau. J'ai gardé mon titre. J'ai continué à venir les mardis et jeudis pour travailler sur le processus d'intégration, répondre à mes emails et manger mon déjeuner du traiteur de la rue de la République. Je n'ai dit à presque personne ce qui s'était passé. Nicolas le savait, mon avocat le savait, mon comptable le savait et ma femme Geneviève le savait. Le père de Geneviève ne le savait pas. J'ai rencontré Geneviève Dubois lors d'une collecte de fonds pour la Banque alimentaire du Rhône au printemps 2018. Elle travaillait à la table d'accueil. J'étais là parce qu'un de mes clients avait offert une table puis avait eu un empêchement. Ils m'ont donc donné 2 places. J'y suis allé seul. Geneviève avait les cheveux bruns attachés en arrière et une façon de faire en sorte que chaque personne qui s'approchait de la table d'accueil se sente attendue et bienvenue. Elle m'a souri quand je lui ai donné mon nom, j'ai dit quelque chose d'insignifiant et elle a ri quand même. Nous avons parlé pendant 45 minutes à la fin de la soirée, alors que les tables se vidaient. Elle était architecte paysagiste. Elle concevait des espaces verts publics pour le service des parcs de la ville de Lyon et faisait des travaux résidentiels privés à côté. Elle avait un sens de l'humour peint sans rire et une patience énorme. Et elle m'a dit plus tard que ce qu'il avait décidé à me donner son numéro, c'est que je lui avais posé 3 questions sur son travail et que j'avais vraiment écouté les réponses. Je ne cherchais personne. J'avais eu des relations occasionnelles sans grand investissement pendant la majeure partie de ma trentaine. Mon entreprise prenait l'essentiel de ce que j'avais à donner pendant ces années, et je ne faisais pas semblant qu'il en soit autrement. Mais Geneviève était différente de cette manière spécifique qui change votre arithmétique. Après 4 mois de dîners et de longues escapades en voiture le week-end dans les monts du Beaujolais, je ne pouvais plus imaginer mon calendrier sans elle. Nous nous sommes fiancés en 2019. Nous nous sommes mariés au printemps 2020 lors d'une petite cérémonie à Écully avec 20 personnes, la mère de Geneviève, Caroline, pleurant magnifiquement et son père, Antoine, se tenant très droit au premier rang avec une expression qui disait qu'il tolérait la procédure. J'ai remarqué cette expression. Je l'ai notée. Antoine Dubois était le PDG de Dubois Capital Partners, une société de capital investissement basée dans le 6e arrondissement qui avait été fondée par son propre père en 1981. Antoine avait hérité de l'entreprise à 41 ans après la retraite de son père et avait passé les 23 années suivantes à la transformer d'une opération régionale en quelque chose qui déplaçait de l'argent réel dans le sud-est et au-delà. Il était, selon les critères qui comptent dans ce monde, un homme qui avait réussi. C'était aussi un homme qui avait passé toute sa vie d'adulte dans des pièces où il était toujours, sans exception, la personne la plus importante présente. Quand on grandit de cette façon, et c'était le cas d'Antoine, car son père l'avait élevé au sein de l'entreprise comme certains hommes élèvent leur fils au sein d'une église, on développe une relation particulière avec la hiérarchie. On cesse de voir le monde comme des personnes. On commence à le voir comme des niveaux. J'étais, pour Antoine Dubois, un niveau en dessous de sa fille. Ce n'était pas personnel. C'était simplement ainsi que les maths fonctionnaient dans son esprit. Geneviève avait fait ses études à Sciences Po. Elle avait bâti une pratique professionnelle. Elle évoluait dans des cercles qu'Antoine reconnaissait et approuvait. Elle avait épousé un homme qui travaillait dans un modeste bureau et faisait un travail qu'Antoine ne pouvait pas vraiment décrire lors des dîners. Il fait quelque chose avec les données, c'est ainsi que j'ai entendu Antoine m'expliquer une fois à une fête d'anniversaire pour la tante de Geneviève, Diane. Il l'a dit avec la légère tonalité d'un homme décrivant un appareil électroménager vaguement décevant. Geneviève l'a entendu aussi. Elle est venue me trouver sur la terrasse arrière par la suite, s'est tenue à côté de moi et a dit doucement « Je suis désolé pour ça ». Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser. Je le pensais. Antoine était ce qu'il était. Son approbation ne m'intéressait pas, et son absence ne me blessait pas. Ce que je faisais, c'était observer attentivement, de la manière dont les gens qui travaillent avec des données observent les choses, en collectant, en catégorisant, en stockant des informations pour plus tard. Les commentaires sont venus régulièrement au cours des années suivantes. Certains étaient petits, comme la façon dont Antoine me présentait lors des réunions de famille. Voici le mari de Geneviève, Thomas. Il est dans le domaine des données. Comme si les données étaient un produit agricole mineur plutôt que l'atout commercial le plus précieux du XXIe siècle. D'autres étaient plus importants. Il y a eu un Thanksgiving, 2 ans après notre mariage,
où l'associé d'Antoine m'a demandé avec quel genre de chiffres je travaillais, et avant que je puisse répondre, Antoine a dit « Oh, des trucs de petite entreprise, des clients régionaux, rien de compliqué. » Puis il a fait avancer la conversation. Je l'ai laissé faire à chaque fois, non pas parce que j'étais faible, non pas parce que je n'avais pas les mots, mais parce que j'ai toujours cru, avec la conviction de quelqu'un qui a vu assez de données pour savoir que c'est vrai. Que la réponse la plus puissante à un homme qui vous méprise est de le laisser continuer jusqu'à ce que l'écart entre ce qu'il croit et ce qui est réel devienne indéniable. J'étais patient. J'étais très, très patient. Et je construisais quelque chose qui rendrait finalement cette patience sans importance. L'acquisition de Lefebvre Analytics n'était pas quelque chose que j'ai cherché. L'appel est venu d'un vice-président senior d'une entreprise nationale, que je ne nommerai pas ici, qui suivait notre travail depuis 2 ans. Ils sont venus à Lyon en novembre 2022, 2 d'entre eux, et nous avons déjeuné dans un restaurant du centre qui n'était pas assez impressionnant pour que quiconque se sente comme une cible, ce qui était intentionnel. Ils ont fait une offre. J'ai fait une contre-offre. Nous avons négocié avec des avocats et des comptables et eu de longs appels le dimanche après-midi pendant 3 mois. L'accord a été conclu en février. J'ai signé les papiers dans le bureau de mon avocat un mardi matin, je suis retourné à mon bureau au 6e étage, j'ai mangé un sandwich du traiteur et j'ai répondu à mes emails. Je l'ai dit à Geneviève ce soir-là, pendant le dîner à la maison. Elle a pleuré, non pas de tristesse, mais de ce genre de soulagement qui vient quand des années à regarder quelqu'un travailler sur quelque chose d'énorme se résolvent enfin en un résultat. Elle a pris mon visage dans ses mains et a dit « J'ai toujours su ». Je l'ai cru. Geneviève avait toujours su. Les termes de l'accord comprenaient une clause de confidentialité sur le prix d'achat, que j'étais plus qu'heureux de signer. Je n'ai aucun intérêt à annoncer des chiffres. J'ai gardé mon bureau parce que le bureau est l'endroit où je pense, et penser est toujours mon travail même si la structure de propriété a changé. J'ai gardé mon titre, analyste senior, Lefebvre Analytics, maintenant une division. Parce que les titres sont pour le confort des autres, pas le mien. Je l'ai dit à Nicolas. Je l'ai dit à mon comptable. Je l'ai dit à Geneviève. Je ne l'ai dit à personne d'autre, y compris à Antoine. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à cela, car c'est important. Je ne l'ai pas dit à Antoine. Pas comme une stratégie, pas comme une préparation pour une révélation. Je ne le lui ai pas dit parce qu'il ne m'est tout simplement pas venu à l'esprit que son opinion sur moi nécessitait une mise à jour. Il s'était fait son opinion. Il était libre de la garder. Ma valeur nette n'avait aucune incidence sur la validité de son opinion, et certainement aucune sur qui j'étais. Mais Antoine, il s'est avéré, était sur le point de me donner une raison de reconsidérer cette décision. Le dîner des investisseurs a eu lieu dans un club privé du 6e arrondissement un jeudi soir de septembre. Antoine préparait cet événement depuis des mois. Un rassemblement de 12 investisseurs importants pour ce qu'il appelait, avec sa grandiloquence caractéristique, un dîner d'alignement stratégique. Ce qui signifiait qu'il leur présentait la prochaine phase de croissance de Dubois Capital et voulait le théâtre social d'un cadre formel pour qu'ils se sentent élus. On avait demandé à Geneviève d'y assister en tant que famille pour donner à la soirée une impression de chaleur et de lien personnel. Je suis venu avec elle. Je portais un costume sombre. J'ai commandé un whisky que je ne voulais pas particulièrement, car cela semblait être le genre de soirée où l'on tient quelque chose. La pièce était ce à quoi on pouvait s'attendre. 12 hommes, tous des hommes, dans le genre de costume qui ne se froisse pas. Le club lui-même avait été construit en 1924 et avait cette sorte de confiance en acajou qui vient du fait d'avoir survécu assez longtemps pour ne jamais se sentir en insécurité. Antoine circulait dans la pièce comme il le faisait toujours, c'est-à-dire magnifiquement. Je lui accorderai cela. Il passait de groupe en groupe avec l'aisance d'un homme qui faisait cela depuis 30 ans, et il donnait à chaque conversation l'impression que c'était celle qu'il attendait le plus. Puis il est arrivé à moi. J'étais debout avec Geneviève près de la fenêtre, en train de parler à un homme nommé David Fournier, qui gérait un family office depuis Grenoble, et qui, en 15 minutes de conversation, s'était révélé être drôle et véritablement curieux de l'agriculture urbaine. Geneviève décrivait un projet sur lequel elle travaillait pour le parc de la Tête d'Or, et David posait de bonnes questions, et c'était, pour un bref instant, une conversation véritablement agréable. Antoine est arrivé. Il s'est inséré entre David et la fenêtre avec l'efficacité douce de quelqu'un qui a décidé qu'il possède l'espace dans lequel il se trouve. Il a regardé David, puis il m'a regardé,
et quelque chose s'est passé dans son expression, un petit calcul, une décision, et il l'a dit. David, vous n'avez pas rencontré mon gendre. Voici Thomas. Il a fait un geste vers moi avec une petite vague performative de la main. Il travaille dans un petit bureau à faire du Excel, des tableurs, des données, ce genre de choses. Il a souri de son sourire. Il ne sera jamais quelqu'un de particulièrement important. J'ai entendu David Fournier rire doucement, poliment, comme on rit à une blague qu'on n'est pas sûr d'avoir entièrement comprise. J'ai entendu quelqu'un à proximité, un des autres investisseurs, un homme à qui j'avais été brièvement présenté nommé Christophe, rire plus franchement. J'ai senti Geneviève se raidir à côté de moi. J'ai regardé Antoine. Il passait déjà à autre chose, ses yeux glissant de nouveau vers David, prêt à discuter de quelque chose de plus intéressant que moi. J'ai souri. J'ai pris une gorgée de mon whisky, et j'ai dit agréablement et avec un sang-froid complet, ravi de vous rencontrer tous. Et puis j'ai passé le reste de la soirée à être exactement ce qu'Antoine croyait que j'étais, silencieux, insignifiant, convenablement invisible. Je l'ai regardé animer la pièce. J'ai regardé les investisseurs hocher la tête, se pencher et remplir leurs verres. J'ai regardé toute la performance depuis la périphérie. Et j'ai pris une décision qui attendait le bon moment pour arriver. La décision ne concernait pas l'argent. Elle ne concernait pas le statut. Elle concernait la clarté spécifique qui vient quand quelqu'un vous montre enfin, sans ambiguïté, qui il est. Antoine ne me voyait pas comme une personne. Il me voyait comme une catégorie, et il venait de réaliser cette catégorisation devant 12 hommes dont il se souciait énormément des opinions professionnelles, en m'utilisant comme un accessoire pour se sentir supérieur. J'en avais fini d'être patient. Geneviève et moi sommes rentrés à la maison principalement en silence. C'est elle qui a finalement parlé sur l'autoroute, en regardant droit devant elle. « Il ne changera jamais », a-t-elle dit. « Non », ai-je convenu. « Je suis désolé. » Elle l'a dit comme elle le disait toujours, non pas comme une performance, mais comme quelque chose de réel et d'usé par l'usage. « Ne le sois pas », ai-je dit. J'ai réfléchi. Elle m'a alors jeté un coup d'œil. Geneviève connaît mon visage pensif. Elle a attendu. « Je vais faire un changement au bureau », ai-je dit. Il est temps. C'est tout ce que j'ai dit ce soir-là, mais le temps que nous arrivions à la maison, j'avais un plan. Le lendemain matin, je suis arrivé à mon bureau à 7h30. Daniel, qui gérait la réception pour les 3 entreprises du 6e étage, était déjà là avec son café, son système de planification et son efficacité simple. Je me suis assis et j'ai travaillé jusqu'à 9h. Puis j'ai appelé Nicolas. « J'ai besoin de te parler de quelque chose », ai-je dit. Nicolas Bernard me connaît depuis 2014. Il m'a vu à chaque étape de ce que Lefebvre Analytics est devenu. C'est le genre de personne à qui on dit les choses directement, ce qui est la seule raison pour laquelle nous travaillons ensemble depuis 11 ans. Je suis en train de faire la transition du bureau, lui ai-je dit, avec effet immédiat. Je vais travailler à distance pour la prochaine phase, et je vais assumer le rôle de conseiller qu'on m'a offert au siège de la société mère. J'ai fait une pause. Je veux vider le bureau physique cette semaine. Nicolas est resté silencieux un moment. À cause d'hier soir ? A-t-il demandé. Il était au courant du dîner. Il connaît Antoine. Parce qu'il a dû construire le récit pendant des années chaque fois que des clients demandaient pourquoi le PDG de Lefebvre Analytics conduisait une Peugeot d'occasion et mangeait chez un traiteur. Parce qu'il est temps, ai-je dit. Mais oui, aussi à cause d'hier soir. Nicolas a ri, sans méchanceté. D'accord, de quoi as-tu besoin de moi? Juste aide-moi à mettre en boîte les dossiers importants, ai-je dit. Tout le reste peut rester ou aller au stockage. Nous avons passé le reste de cette semaine à vider méthodiquement et silencieusement le bureau du 6e étage. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas envoyé de mail. Je n'ai rien posté. J'ai simplement cessé d'être physiquement présent dans l'espace qu'Antoine Dubois avait passé 3 ans à imaginer comme la preuve de mes limites. La dernière chose que j'ai faite le vendredi après-midi a été d'écrire une note. Je l'ai laissée à la réception avec Daniel, qui l'a lue et m'a regardé avec une expression qui disait qu'elle attendait quelque chose comme ça. La note était adressée à Antoine Dubois. Elle disait, « Antoine, je ne sais pas si tu viendras me chercher ici, mais si tu le fais, je veux que tu aies ceci.
Tu m'as présenté à tes investisseurs jeudi dernier comme un homme qui travaille dans un petit bureau à faire du Excel. Tu leur as dit que je ne serais jamais quelqu'un de particulièrement important. Certains d'entre eux ont ri. J'ai souri. J'ai souri parce que je pensais à ce moment. Lefebvre Analytics a été acquise il y a 18 mois. J'ai signé les papiers un mardi de février 2023. J'ai gardé ce bureau et mon ancien titre parce que j'accorde de la valeur à mon travail, pas à mon image. J'accorde de la valeur à ma vie privée. Et si je suis honnête, j'accorde de la valeur à la satisfaction particulière de regarder un homme comme toi faire des suppositions. Le bureau est vide maintenant. Je suis passé à la suite. La suite est plus grande que ce que c'était. Je veux que tu saches que je ne pense pas que tu sois un homme mauvais. Je pense que tu es un homme qui a cessé de s'intéresser aux gens il y a bien longtemps. Et cela t'a coûté quelque chose que tu ne sais pas nommer. Cela t'a aussi coûté une relation avec ta fille, qui est trop généreuse pour te dire qu'elle est déjà endommagée. Je ne suis pas en colère. Je suis lucide. Prends soin de toi. Thomas Lefebvre. Je n'en ai envoyé de copie à personne. Je ne l'ai pas photographié. Je l'ai mise dans une enveloppe, j'ai écrit son nom dessus et je l'ai laissé à Daniel avec pour instruction de la lui donner s'il venait la chercher. Puis je suis rentré chez moi. Il est venu un lundi matin, 3 semaines plus tard. Geneviève m'a raconté ensuite ce que Daniel avait décrit. Antoine était arrivé à l'immeuble à 9h15, ce qui est plutôt qu'il ne quitte habituellement sa maison, ce qui signifie qu'il avait planifié cela, ce qui signifie que quelque chose s'était passé dans les 3 semaines entre le dîner et ce lundi qui l'avait fait bouger. Ce qui s'était passé, c'était David Fournier. David, il s'est avéré, n'était pas seulement un homme agréable qui posait de bonnes questions sur l'agriculture urbaine. David avait fait ce que font les gens curieux et méticuleux. Il était rentré chez lui après ce dîner et avait fait des recherches sur moi, mon nom, ma société, mon entreprise, l'acquisition. Il a trouvé ce qu'il y avait à trouver, ce qui n'était pas grand-chose car j'avais été délibérément discret à ce sujet, mais ce qu'il y avait à trouver était suffisant. Il avait appelé Antoine la semaine suivante et lui avait posé une question à laquelle Antoine ne pouvait pas répondre clairement. Et cette question s'était apparemment logée dans la poitrine d'Antoine comme une écharde. Je ne sais pas exactement ce que David lui a dit. Je n'ai pas besoin de le savoir. Ce que je sais, c'est qu'Antoine est venu au bureau un lundi matin avec, selon Daniel, une expression qu'elle n'avait jamais vue sur un homme qui portait habituellement sa confiance comme un second costume. Il a pris l'ascenseur jusqu'au 6e étage. Il a marché jusqu'à l'endroit où se trouvait la porte de Lefebvre Analytics. La porte était toujours là. La plaque nominative était toujours là. Mais les lumières à l'intérieur étaient éteintes. Les bureaux étaient vides. Les étagères étaient vides. La pièce avait cette qualité spécifique d'un espace qui contenait autrefois quelque chose d'important et qui ne contient plus rien du tout. Daniel avait l'enveloppe prête. Elle était prête depuis 3 semaines. Elle s'est approchée et la lui a tendue sans un mot. Il se tenait dans le couloir du 6e étage d'un immeuble sans portier, tenant une enveloppe scellée avec son nom dessus, dans un espace qui avait autrefois abrité le petit bureau d'un homme qu'il avait présenté aux investisseurs comme n'étant personne de particulièrement important. Il l'a ouverte. Je ne sais pas combien de temps il est resté là à la lire. Daniel a dit qu'elle était retournée à son bureau. Elle lui a laissé l'intimité du moment. Ce que je sais, c'est qu'il a appelé Geneviève cet après-midi-là. Elle était en pleine visite de chantier pour le projet du parc de la Tête d'Or quand son téléphone a sonné. Elle l'a laissé aller sur la messagerie. Elle m'a appelé en premier. Papa a appelé, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Il avait l'air différent. J'imagine. Il y a eu une pause. Geneviève est une personne qui choisit ses mots avec soin, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime. Avais-tu prévu tout ça? A-t-elle demandé. Tout, depuis le début. J'y ai réfléchi honnêtement avant de répondre. Je n'ai pas prévu le dîner, ai-je dit. C'est lui qui a prévu le dîner. J'ai prévu le lendemain matin. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surpris, car Geneviève ne me surprend presque jamais. Elle a dit, bien. J'ai rappelé Antoine 2 jours plus tard. Nous avons parlé pendant 40 minutes. C'est surtout lui qui a parlé, ce qui est inhabituel pour lui et ce qui m'en a dit plus que les mots. Il a posé des questions qu'il n'avait jamais pris la peine de poser auparavant.
sur l'entreprise, sur le travail, sur le temps que cela avait pris pour la construire, comment elle avait grandi, ce que cela m'avait coûté personnellement de bâtir quelque chose dans les années avant que cela ne devienne ce que c'est devenu. Il ne s'est pas excusé de la manière claire et directe dont certaines personnes s'excusent. Il n'est pas fait pour ça. Ce qu'il a fait, c'est tourner autour du pot, ce qui, pour un homme comme Antoine, est un mouvement significatif vers quelque chose qu'il n'approcherait normalement jamais. Il a dit des choses comme « Je ne comprenais pas ce que tu faisais et j'aurais dû poser plus de questions ». Ce ne sont pas des excuses, mais venant d'Antoine Dubois, c'est quelque chose. J'ai écouté. Je ne l'ai pas rassuré. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave. Je n'ai pas joué un pardon que je ne ressentais pas encore. Ce que j'ai dit à la fin de l'appel, c'est ceci, une relation construite autour de ton approbation ne m'intéresse pas, Antoine. Ça ne m'a jamais intéressé. Mais une absence totale de relation ne m'intéresse pas non plus. Cela ferait du mal à Geneviève. Et Geneviève est la raison pour laquelle je suis au téléphone. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, c'est juste. Ce n'est pas une résolution. Ce n'est pas le genre de fin où tout le monde se rassemble, la musique monte et l'homme qui avait tort dit tout ce qu'il faut. C'est le genre de fin que la vie réelle produit, qui est plus désordonnée, plus lente et sans scène finale claire. Mais je vais vous dire ce que c'est. C'est la première conversation que j'ai jamais eue avec Antoine Dubois dans laquelle il écoutait plus qu'il ne se donnait en spectacle. Et cela, venant d'un homme qui a passé 43 ans à observer les données pour trouver le signal significatif dans le bruit, est la chose la plus intéressante que j'ai vue depuis longtemps. Il y a une version de cette histoire où j'entre dans ce dîner et j'annonce l'acquisition à toute la salle, où je corrige Antoine devant ses investisseurs, là, en temps réel, avec la satisfaction de voir son visage changer. J'ai pensé à cette version. Je comprends son attrait. Mais voici ce que je sais des données, des gens et de la différence entre un moment et un schéma. Une correction dans une salle bondée prouve quelque chose. Mais un bureau vide et une note manuscrite révèlent quelque chose. Cela montre à un homme ses propres suppositions, discrètement, sans public, sans théâtre, sans l'option de se sortir de la situation par une performance. Antoine Dubois a passé 3 ans à m'utiliser comme accessoire dans son propre récit. J'ai simplement attendu le moment où je pourrais lui rendre le récit et le laisser lire ce qui y était réellement écrit. Certaines choses valent la peine d'être patient. Je conduis toujours la Peugeot. Je mange toujours chez le traiteur de la rue de la République 3 fois par semaine. Je travaille maintenant depuis un bureau à domicile et lors de visites occasionnelles au siège de la société mère dans une autre ville, sur des problèmes plus vastes et plus compliqués que ceux sur lesquels je travaillais avant, ce qui est le seul genre de problème qui m'ait jamais intéressé. Geneviève termine le projet du parc de la Tête d'Or. Ce sera un espace vert extraordinaire reliant 3 quartiers historiquement défavorisés, conçu avec la même minutie discrète qu'elle apporte à tout. Personne qui s'y promènera ne connaîtra son nom. Elle ne le voudrait pas. De cette façon, nous sommes bien assortis. C'est la masterclass ultime sur la sous-estimation. Antoine a commis l'erreur fatale de confondre la modestie avec la médiocrité. Il a vu un homme avec une Peugeot et une feuille Excel et a pensé qu'il avait trouvé un punching ball pour son ego. Il n'a pas réalisé qu'il avait affaire à la personne la plus intelligente de la pièce. Thomas n'a pas eu besoin de crier sa valeur nette à ce dîner. Pourquoi? Parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin de public. En attendant le lendemain matin, Thomas n'a pas seulement corrigé Antoine. Il a démantelé toute sa vision du monde. Il l'a laissé debout dans un bureau vide avec une note qui prouvait qu'Antoine n'avait pas seulement tort à propos de Thomas. Il avait tort sur tout ce qui compte vraiment. La leçon à retenir, ne confondez jamais le silence avec la faiblesse. Pendant qu'Antoine était occupé à se donner en spectacle, Thomas était occupé à construire. Il y a une sorte de victoire spécifique qui vient du fait de laisser quelqu'un terminer sa performance, pour ensuite lui montrer qu'il jouait sur la mauvaise scène.